Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence de ce soir. Donc heureux de vous voir nombreux en cette fin d'année qui nous occupe bien toutes et tous. Alors je m'appelle Samuel Nemos, donc je suis enseignant dans cette école d'architecture de Marseille, donc enseignant pour le champ sciences et techniques pour l'architecture. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer la conférence de ce soir. Donc, ce sera donc architecture du bien commun, éthique pour une préservation. Et l'intervenante que nous avons la chance d'accueillir ce soir a été invitée par le domaine d'études 4, Bien Vivre. Et elle s'appelle Salima Nadji. Elle est architecte des PLG, mais également docteure en anthropologie sociale. En 2004, il y a 18 ans, donc il y a longtemps, au moment où les préoccupations environnementales ne s'étaient pas imposées à nous, comme on en parle aujourd'hui, Salima Nadji fonde son agence d'architecture au Maroc, dans le but de proposer des alternatives constructives en privilégiant les technologies et les matériaux premiers et biosourcés. Ça, dans une démarche d'innovation respectueuse de l'environnement. Elle a travaillé tout au long de ces années sur de nombreux projets, dans différents contextes, à la rénovation de bâtis anciens, mais également sur des projets neufs. Son travail a été récompensé par de nombreux prix. Notamment en 2013, elle a fait partie de la shortlist du Grand Prix Aga Khan. Cette activité d'architecte praticienne se double également d'une production scientifique. Elle participe à de nombreux programmes de recherche-action internationaux sur des projets qui questionnent qui interrogent la durabilité de nos sociétés et qui questionnent leurs liens profonds avec l'environnement. Aujourd'hui, heureusement, la prise de conscience des forts impacts environnementaux de nos techniques de construction commence à se répandre. Heureusement, on commence à chercher des solutions par rapport à ça. L'architecte aujourd'hui et les futurs architectes de demain se posent la question de comment construire ces futurs habitats. Comment faire en sorte qu'ils soient confortables, qu'ils soient sobres, que les modes constructifs qu'ils utilisent soient faiblement impactants. Utiliser des matériaux anciens, faiblement transformés, est probablement une partie importante de la réponse. Mais cela ne va pas de soi aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, la plupart des techniques qu'on utilise sont issues des sociétés industrielles et les remettre en question pose de nombreuses choses. Utiliser ces matériaux, c'est utiliser d'autres ressources, c'est convoquer d'autres choses sur les territoires, c'est attendre d'autres choses des gens qui vont construire les bâtiments, et c'est évidemment les transformer. Je pense que tout le monde ici est préoccupé de ces questions, et je suis sûr que la conférence de ce soir va permettre à tout le monde d'avancer sur ces questions. On a donc la chance d'accueillir ce soir Salima Nadji pour cette conférence. Merci de l'accueillir. J'envoie sur la clé USB pour être tranquille et en finir. Voilà, sur cette clé. Je vous remercie beaucoup. Merci Raphaël pour cette introduction. Je remercie l'ensemble du corps professoral qui m'a fait la joie de venir à Marseille. Et tout est en train de tomber. Je m'attendais pas. Bien. Voilà. C'est pas grave. Donc j'étais en train de dire que je remerciais l'ensemble du corps professoral et puis l'ensemble des étudiants qui sont là ce soir. Et aussi dire que c'est parmi les premières conférences qu'on fait post-Covid, donc on est heureux de plus être enfermé, même si je pense que moi j'ai jamais été enfermée, et heureux aussi de partager physiquement. Parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas connu les visioconférences et j'avoue que rien ne peut se produire je pense, sans contact. On en parlait hier et sans contact, rien ne peut se faire. Donc c'est extrêmement important. Alors comme l'a très bien dit Raphaël, le professeur qui m'a introduite, on est vraiment dans des idées aujourd'hui qui sont proche d'une éthique, d'un ethos, d'un comportement qui se doit être. Et je pense que la plupart des étudiants aujourd'hui en architecture se posent des questions qu'en effet on ne se posait pas il y a une vingtaine d'années, mais qu'on se posait finalement
inconsciemment ou instinctivement. Et en discutant hier avec certains de vos professeurs, je me suis dit, j'avais pas fait la parenthèse sur les greniers collectifs, et je me suis dit que j'allais quand même vous parler de ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je le fais avec d'autant plus de plaisir et de conviction que sans cette expérience, je pense que je n'aurais pas su être aussi radicale dans un pays du tout béton, et je n'aurais pas aujourd'hui la même conviction, sans doute, à rester sur ça. Parce qu'au fond, c'est très bien d'avoir des convictions, mais elles ne sont importantes que lorsqu'on est sur le terrain de l'action. Et en fait, c'est lorsqu'on n'est plus étudiant que là, c'est délicat, qu'on est confronté notamment à des ingénieurs très sur deux, et des ingénieurs qui sont, je dis souvent ça, de plus en plus dans la caverne, hein, qui sont persuadés d'avoir raison. Mais quand on sait que les meilleurs architectes et même les plus plébiscités ont les mêmes soucis que n'importe quel autre architecte, on est rassuré. Et la page que j'ai vue sur votre enseignement m'a fait un plaisir fou. J'ai trouvé ça mais tellement complet, tellement intéressant, que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui je revienne à ces greniers collectifs en essayant d'expliquer les choses le mieux possible. Alors il y aura 2 temps dans mon exposé. Un temps où je parlerai plutôt de ce qui serait la trame du patrimoine et qui explique aussi ce que je suis aujourd'hui. Et puis il y aura une trame sur l'éco-construction qui est vraiment ce qui me paraît le plus important au Maroc en particulier, puisque je ne suis que au Maroc, hein. Je ne travaille pas ailleurs. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas être partout, que la question de tous ces architectes qui vont aujourd'hui en Angola, demain en Autriche, après-demain au Japon, etc. Oui, pourquoi pas, mais quand même, il faut tellement apprendre d'une société que ça me paraît extrêmement artificiel. Et permettez-moi de trouver ça souvent un peu suspicieux pour un long terme et un vrai ancrage. Je crois à l'ancrage. Donc nos bureaux sont situés à Tiznit, qui est une toute petite ville, sous Agadir, et tous les projets sont sur la zone que vous avez vue, entre Tata, Ouarzazate, toute cette région, Agadir évidemment, et toute cette frange qui est vraiment le secteur des greniers collectifs, vous allez le voir. Et donc il y a énormément de lieux parce que, évidemment, quand on est dans un pays comme le mien, on est aussi confronté à des délais assez particuliers. Donc un projet peut commencer et se poursuivre 10 ans, et peut-être au bout de la 11e année se terminer, quand il se termine. Donc c'est aussi ces temps très longs qui sont extrêmement problématiques, et en même temps, vous le voyez avec les images que je vous ai mises, c'est des temps aussi qui permettent de maturer. Je n'hésite pas, moi, à reprendre des choses et à revenir. Alors, ce patrimoine, j'y suis venue, les Qassabat, les Qsour, etc., dès mes études que j'ai fait à Paris, je me projetais sur le terrain, et j'avais vraiment envie d'approfondir la question de toutes les architectures en terre. Et c'est plus tard que je suis allée vers les greniers collectifs qui sont un vrai patrimoine collectif. Les Qassabat sont souvent des patrimoines lignagés, donc de grandes familles, mais pas toujours du collectif. Voilà, donc petit à petit, on découvre, on redécouvre, on apprend au contact des malmines, on apprend en faisant du relevé. La pratique du relevé est au cœur de tout ce que je fais. Et puis on apprend bien sûr en regardant, en observant, en regardant les saisons. Là c'est la neige. Je ne sais pas s'il neigera encore à Tezgint, et ce grenier a été saccagé cette année pour du vol, un pillage d'objets. Voilà.
Et je voulais aussi dire, et vraiment m'arrêter sur cette histoire du développement, parce que la question de la modernité, elle est vraiment l'obsession de toute une génération d'hommes, hein, essentiellement, d'hommes, parce qu'il y a très peu de femmes, finalement, et tous ces hommes sont absolument persuadés que le développement, c'est justement le matériau neuf, le fameux béton. Et j'ouvre une parenthèse, mais c'est extrêmement important de penser à tous les impensés qu'il y a dans l'exercice d'une profession. Et il se trouve que nous sommes au Maroc dans un héritage colonial qui avait été, vous le savez, ville indigène, patrimoine vernaculaire, on va dire, et ville européenne, c'est comme ça qu'elle s'appelait, ville de la modernité, modernisation. Et cette façon qu'a eu Lyautey, après son expérience désastreuse en Algérie, de vouloir faire les premiers secteurs sauvegardés avant l'heure sur le Maghreb, a été une chance pour nos Médina, et a été quand même assez douloureux pour ce que ça supposait pour la génération postcoloniale qui a eu envie de faire la tabula rasa. Et j'ai des amis qui m'expliquent, hein, qui sont assez effrayés de voir leurs parents, leurs grands-parents être encore dans cette idée qui aujourd'hui n'a plus cours en Europe, mais sur laquelle nous sommes confrontés. Donc je passe sur des images qui n'ont pas besoin d'être commentées, qui se suffisent à elles-mêmes, mais dans le mimétisme qu'on vous explique, hein, on vous dit ça, c'est comme ça. C'est des visions extrêmement étriquées, extrêmement terribles, intéressantes. Et en fait, je vais m'attarder que sur celle-ci, où on voit bien l'aïeul de cette race-bas qui est comme ça, avec tous les motifs extrêmement intéressants en retrait. Et puis, dans les années 40-50, ça, qui est une extension qui est dans la même veine. Et puis, dans les années, on va dire, 90-2000, ça. Donc, on est vraiment le grand écart, et c'est dû aussi au tâcheron, c'est-à-dire à une façon dont l'exercice du métier est fait au Maroc. Et puis, on a bien sûr la Belle au bois dormant, et puis d'autres, fausses pierres, enfin, vous imaginez. Donc, ça, je crois que c'est à Ifrane. Et la fausse pierre à Ifrane, on ne comprend pas, puisque c'est la montagne. Et puis, on a tout ce que je n'ai pas exposé dans mon ouvrage, qui a été cet effacement des mosquées. Les mosquées ont été remplacées la plupart du temps, parce que si encore on avait construit à côté des anciennes mosquées, ça aurait été pas trop grave. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on restaure des synagogues qui sont faites comme les mosquées, hein. Ça a été les mêmes façons de construire à un moment donné, et peut-être ne restera-t-il que des synagogues finalement. Donc c'est assez triste aussi de mesurer combien tout effacement efface tout de même énormément de choses, et que malgré tout, malgré cet effacement, malgré ce travail de sape, malgré un quotidien quand même difficile, il y a ce que j'ai appelé avec d'autres une forme de résilience, une forme de résistance, et puis parce que aussi il y a les hommes, et vous verrez qu'ils sont au cœur de tous mes projets, et que si on doit restituer un objet construit, ou en tout cas restauré, et je terminerai d'ailleurs ma conférence sur ça, il est évident que ça sera aussi et avant tout essayer de restituer des usages, ou transformer des usages qui étaient là, mais en respectant l'esprit de ces usages. Donc je vais commencer un peu par une sorte de boutade qui est la question du retrait. Parce qu'on est une profession où le retrait n'est pas toujours au rendez-vous, et peut-être que maintenant on en parle, et que savoir s'effacer, c'est aussi une attitude extrêmement, d'une forme d'humilité qui est souvent oubliée, mais je pense que c'est un exercice qu'on doit faire très souvent,
Et j'ai un autre projet qui va être mis sous les feux de la rampe dans quelques semaines, qui est un projet où on ne voit pas le travail que nous avons fait. Et ça a été très difficile pour le filmer, le photographier, et le photographe qui était sur place n'a pas su faire les photos, il n'a pas vu. Donc c'est extrêmement intéressant, si on n'a pas l'avant-après, on ne voit pas. Donc dans ces cas-là, pour moi, c'est un gage de réussite, mais pour nos pouvoirs publics à nous, on m'a signifié que comme le projet n'était pas assez visible, on allait changer d'architecte. Donc c'est très intéressant d'avoir aussi des gens qui sont là d'une violence extrême, qui ne comprennent pas que vous avez saisi l'esprit d'un lieu et qui trouvent, eux qui sont dans l'artificialité la plus grande, qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Et comme j'étais à la Biennale du design la semaine dernière, et qu'on a beaucoup travaillé sur ce qu'ils ont appelé les Afriques plurielles, sur une exposition absolument magnifique, je me suis dit, quand même, cette question-là, elle pourrait se résoudre par un travail du design qui peut être un prolongement de signalétique, qui peut être un prolongement du travail. Alors je choisis le minaret d'Aqra, qui est un minaret que j'ai essayé de sauver dès 2006, 2007, 2008, 2009, etc. Et on a l'autorisation de s'en occuper en 2012. Donc ça aussi, il faut savoir attendre. Mais peut-on attendre toujours? Les fouilles archéologiques sur le patrimoine juif, on a aussi attendu de longs mois. Parfois, le patrimoine n'attend pas. Et là, il y avait un risque de sape. Alors pourquoi je dis que sur ce monument, il y a un effacement? C'est à plusieurs titres. C'est que nous avions un patrimoine particulier, qui est un patrimoine en briques cuites, construit dans une région où il n'y a que de la brique crue ou du pisé. Et donc, quand il s'est agi de s'en occuper, on a dû fabriquer des briques. Et on a choisi quand même de différencier la partie restituée de la partie fabriquée. Mais là où c'est plus invisible, ou rendu invisible, bien sûr, on montre les parties restaurées quand on a le nez dessus, mais là où c'est extrêmement important, c'était de mettre hors d'eau le bâtiment, qui est un bâtiment inachevé, Moulay Dahabi ou son fils. Moulay Zidane, on ne sait pas bien, l'histoire ne nous le dit pas, n'a pas pu achever le minaret. Donc le minaret a été inachevé, et il a été achevé très certainement au XVIIIe, ou en tout cas prolongé avec de la brique crue, qui n'a pas résisté et qui était totalement fondue, vous l'avez vu dans les images premières. Et donc, quand on a fait les campagnes de fouilles, ça a été la condition de cette restauration, et quel bonheur. Quand on a fait avec les archéologues les campagnes de fouilles, on n'a pas su déterminer, mais on s'est dit qu'il était intéressant que ce bâtiment qui aurait dû être monté jusqu'à 25 mètres à l'origine, d'après Ahmed Tahiri, qui est le spécialiste des mosquées au Maroc et qui était venu authentifier, identifier, documenter le lieu, et d'après Abdallah Fili, Mohamed Belatiq, Mustafa Atki, donc toute l'équipe des archéologues, il y avait cet oratoire que vous voyez au premier plan, construit en terre crue, et puis à l'arrière-plan, vous voyez le minaret en terre cuite. Les deux n'ont pas le même âge. Il se trouve que la seconde mosquée advient plus tard, au XVIIIe. Mais il n'est resté de cette mosquée qu'un plan plus petit que la mosquée première, qui a été mis au jour par les fouilles. Et donc cette immense première mosquée aurait dû être beaucoup plus grande, et ce minaret aurait dû monter jusqu'à très haut. Donc ça, c'est une photo en drone qu'on ne voit pas quand on est en bas, mais vous voyez qu'il y a une plaque de zinc, que le bâtiment a été mis hors d'eau, qu'il y a des gouttières, et c'est tout. Mais on voit rien. Et sans doute que cette question du retrait, c'est fondamental, très certainement, et elle s'explique aussi par une attitude au départ, quand on travaille sur un patrimoine comme ça extrêmement ancien, où on a peur de faire une bêtise, malgré l'idée de la réversibilité, on se dit, est-ce que je saurais? Et là, vous avez des photos où on a formé les artisans locaux et où ils ont repris
l'ensemble des techniques ancestrales qui s'étaient reconduites donc à la cendre et à la terre sur des voûtes d'arêtes qu'ils ont redécouvertes. Voilà. Donc je crois que c'est extrêmement intéressant d'ouvrir cette conférence sur ce projet, qui est un projet de l'effacement de l'architecte, et qui est un projet vraiment au service d'un patrimoine. Je crois que tous les projets de grenier sont construits de cette façon-là. Vous voyez, il y a de la cendre, et la cendre, elle active le séchage, et ensuite elle permet un façonnage beaucoup plus intéressant que ne le permettrait la terre toute seule. Donc la cendre, on l'utilise beaucoup en terre crue, parce que c'est extrêmement intéressant. Je vous disais, pratiquer le retrait, c'est aussi vraiment, quand on travaille sur ce minaret, qui est un monument dynastique, emblématique d'une certaine dynastie, etc., on est très sensible à tout ça, mais quand on est sur les greniers collectifs, c'est le même principe, et on est... je vais essayer ça. Ouais. Est-ce qu'il va vouloir cette fois-ci? J'espère. C'est mieux quand même en grand. Non, il veut pas. Très bien. Donc, je vous le montre comme ça. Donc quand on travaille sur les greniers, c'est pareil. On est vraiment, je veux dire, forcé de faire le constat d'une très très grande... Voilà, ces greniers étaient là il y a très très longtemps. On n'a pas droit à l'erreur. Et quand ils sont dans l'état que vous voyez, ou là, hein, où il est extrêmement fragilisé, ce grenier collectif qu'on a aujourd'hui sauvé quasiment complètement, on a une attitude en effet de grande prudence, de grande peur et de grande humilité. Et je pense que tout le travail sur ces greniers, c'est ça. C'est se mettre en retrait, et c'est essayer de comprendre et essayer d'apporter quelque chose pour que le grenier perdure, donne des revenus éventuellement aux personnes qui s'en occupent et pas uniquement du tourisme, et puis en même temps arrive à ne pas être dévoyé. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui dans le royaume de se mettre en valeur en particulier, et vont faire des restaurations où ils vont rajouter des choses, et ça ne sera plus tout à fait une restauration. Donc pour ces lieux-là, je pense qu'on doit rester dans une écoute des sociétés, de leurs besoins et de l'histoire du lieu. Synthèse qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre, je crois, parce que c'est très facile à dire, mais si on n'a pas une fine connaissance de ces territoires, ben on peut pas. Donc je passe à la suite. Donc je pense que une des choses les plus importantes dans les greniers collectifs, c'est qu'ils sont toujours vivants. Alors ils ne sont pas tous vivants, mais beaucoup sont encore en activité, vous le voyez dans les photos, c'est-à-dire à quoi sert un grenier? Il sert à engranger, et il y en avait dans le Piémont italien, il y en avait en Galicie, il y en avait aux Canaries. Donc des greniers collectifs, il y en a au Mali, il y en a en Pays d'Ogon, il y en a au Sénégal. Enfin, c'est toujours la même entité qui réunit en un seul lieu un ensemble de cases qui appartiennent à des individualités. Et dans ces lieux vont se faire un certain nombre de rites que j'ai eu la chance, moi, d'observer quand je faisais des relevés de ces greniers-là. Donc, je passais beaucoup de temps. Et dans ces greniers, le rite de l'aumône, la zakat islamique, elle se fait au moment de l'ensilage. Et ce grenier, qui est un grenier que vous voyez ici l'été, et là l'hiver, pays de neige, ce grenier est toujours actif. Vous voyez, là, ils viennent de rapporter la récolte, et elle va être ensilée à l'intérieur. Donc, en discutant, en restant auprès de ces communautés, elle nous explique que le grenier,
c'est vraiment le symbole de la communauté, que si l'enceinte est collective, à l'intérieur du grenier, il y a un droit qui lui aussi est collectif, que toutes les questions de la collectivité, comme les questions de l'eau, elles vont se traiter, ou des terres, ou des routes, elles vont se traiter à l'intérieur du site, dans le grenier collectif. Et puis en même temps, eh bien, il y a cette fameuse mesure dont vous avez vu les images précédemment, où on va mettre de côté un certain nombre de... Je sais pas... Pardon, je cherche un document que j'ai dû éliminer. Il y avait trop d'images, j'en ai sabré, et finalement j'aurais dû les laisser. On va mettre de côté un certain nombre de sacs qui vont aller dans les zaouïas. Et toutes ces zaouïas au Maroc, il y en a 4 qui sont fondamentales. Elles sont vraiment sur la ligne des hauts plateaux. Et après, on a le Sahara. Donc c'est vraiment une ligne frontière où on sait que à cet endroit-là, les gens vont apporter donc leurs dons et ces dons vont être redistribués. Et je pense que cette question du sacré et non pas du religieux, vous avez une carte de tous les greniers que j'avais au moment de ma thèse relevés ou en tous les cas où j'étais allée, et je relevais parfois que le nom des saints, par exemple, ou le nom des relations avec le voisinage pour envisager finalement toute une logique de finage d'un lieu à un autre, d'une montagne à une autre. Et vous voyez là aussi la question de la matière construite, puisqu'on a des greniers à majorité terre et des greniers pierre, sachant que quand un grenier est en terre, il est toujours avec beaucoup de pierre. Donc le grenier des Aitkin, des Ida au Nadif, c'est un grenier qu'on a restauré avec ce grand maçon que vous voyez là, Aitki, et ce grand maçon est vraiment natif du lieu. Donc il l'a fait avec beaucoup de persévérance, et c'est un grenier qui est toujours en activité. C'est pour ça qu'on voulait vraiment le restaurer. Et d'ailleurs, la preuve de son activité, c'est que l'association du village, donc c'est pas moi, avait déjà fait avant la restauration un éclairage. Et en fait, dans ce village, le grenier est fondamental parce que c'est un village où il y a eu un fort exode masculin. Il y a énormément de femmes, et ces femmes ont besoin d'avoir le fourrage pour les bêtes. Et sans le grenier, elles n'auraient pas suffisamment de nourriture dans les moments difficiles ou bien dans les affres de l'hiver quand il n'y a pas assez de plantes pour nourrir le bétail. Et je le dis aussi parce que l'architecture, elle n'est pas déconnectée de l'agriculture et certainement pas dans des lieux comme cela. Donc il est extrêmement important de voir la relation qu'on a entre ces greniers et évidemment toutes les palmeraies qui les environnent. Et même si, quand on les restaure, on peut avoir un discours extrêmement savant sur les pathologies, etc., après, quand on est avec les personnes, on s'attache à comprendre vraiment avec elles comment ces greniers-là peuvent perdurer, y compris dans les usages et donc dans l'ensilage. Le grenier de Idrissa Bamtidé, qui est un grenier qui n'est plus utilisé depuis une vingtaine d'années, contrairement à la mère de celui-ci qu'on vient de voir dans les précédentes images, est construit sur une falaise et la pierre sèche a permis vraiment la montée de tous les parements premiers du chemin d'accès. Mais il faut imaginer qu'ensuite, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que toutes les fondations vont être en pierre sèche. Ensuite, c'est la pierre ourdée. Et ça va pas nous étonner. C'est parce que s'il y a une infiltration, s'il y a de l'eau, s'il y a quoi que ce soit, il y aura évidemment une capacité de filtration, une capacité de non-captation des eaux qui permettra que toute la partie, on va dire, du soubassement soit toujours sauvée. J'insiste beaucoup sur ces courbes qu'on trouve dans tout l'anti-atlas saharien,
parce que c'est aussi une façon d'épouser évidemment un sommet, mais c'est aussi, enfin, tous les gens le savent quand ils ont pratiqué la fortification, c'est aussi une façon de ne jamais avoir d'angle mort. Et évidemment, il y avait très peu de monde, il y avait une poignée de personnes qui défendaient le grenier, mais qui aussi en usaient. Donc, si on est 3 hommes, 4 hommes à défendre ce lieu, en effet, il faut pouvoir, avec de très menus moyens, des jets de pierre, enfin des choses comme ça, défendre le lieu sans prendre le risque qu'on le pénètre. Donc toute cette mémoire, les gens l'ont encore relativement, de façon assez sûre. Et dans certains lieux, ils l'ont de façon très vivace, parce que certains doyens ont su transmettre. Et j'ai toujours plaisir aussi à lire le fameux texte extraordinaire de Jean-Jacques Meunier, la fameuse Germaine Amélie Popelin, qui a été dans ces régions dans les années 40 et qui publie en 48 Les greniers citadelles. D'ailleurs, dans mon livre sur les greniers, je n'ai proposé de relever que relevés de greniers qu'elle n'avait pas vus, qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle n'a pas relevés pour que ça complète. Et je regarde ces photographies à chaque fois et je me dis, il n'y a pas eu d'âge d'or d'un grenier qui était parfaitement, voilà, dans une vision, on va dire, complètement artificielle aujourd'hui. Il y avait vraiment des moments où il y avait des reprises d'œuvres, etc. Mais on a très peu d'archives. Donc c'est extrêmement important de revenir aux quelques photographies que nous avons pour pouvoir voir de près l'ensemble de ces documents. Alors, il y a un peu de redite, je me rends compte et je m'en excuse, parce que je n'avais pas prévu de parler des greniers ce soir, et je me suis dit hier en discutant avec mes amis que ça paraissait artificiel, il fallait que je vous en parle, et que j'explique aussi combien ça a été construit de façon tout à fait, je dirais, c'est vraiment le fruit du lieu, c'est une architecture de collecte dans toutes ces conditions, où la chaux, par exemple à Amtoudi, la chaux, elle est à proximité, elle est juste à côté, donc on la récupère et puis on enduit. Là, nous avons fait venir de la chaux, mais rares sont les personnes qui savent encore travailler la chaux. Autant la pierre, c'est quelque chose qui se sait, qui se fait. Et nous avions aussi, on fait très attention que tout ce qui est toujours encore en état, eh bien on le touche pas, on le refait pas, on le laisse. Et je vous dis ça paraît évident, mais malheureusement c'est pas toujours comme ça que les gens restaurent. Et on a une tendance aujourd'hui à la réédification. On a une tendance à la réédification sur un programme qui s'attache à sauver des qsour et qui en fait n'a pas compris l'approche historique et l'approche, je dirais, de la petite main, et arrive et va restaurer tout un pan donc un quartier d'un qsar sans se préoccuper que le qsar il n'est pas uniforme et que s'il a justement une histoire particulière, toutes ces stigmates doivent être conservés. Donc, je vous ai parlé de la mesure à Blé, mais en fait, on a aussi, ou à Orge, on a aussi énormément de petites cavités qui sont destinées à donner à chaque fois qu'on va dans le grenier collectif. Donc, en fait, on a beaucoup de greniers où il y a à chaque fois une partie du lieu qui va être destinée à mettre de côté. Et ce grenier que vous voyez là, qui est le grenier d'Isselrin, qu'on a restauré avec le fonds des ambassadeurs américains en 2013, est un grenier qui lui aussi était abandonné, mais où j'avais vu la façon dans les années 2000 où il fonctionnait encore à peu près, comment on ensilait et comment on mettait de côté pour le fameux sein. Donc c'est ce que vous voyez sur cette planche, et vous voyez très très bien, ça c'est une photo
les années 2000. Ça, c'est une photo quand on arrive où il n'y a plus rien, on voit plus rien. Ça, c'est une photo des années 75 que m'avait envoyée Marie-Rose Rabaté, sachant que je travaillais sur ce grenier collectif. Si j'étais arrivée sans connaître l'histoire de la mesure, des dons à l'intérieur des jarres, sur tout l'environnement des seins, sur le vestibule des greniers collectifs, je serais passée complètement à côté de ça, et je ne sais pas comment on aurait restauré. Et là, on est allé voir des potiers locaux, et on a refait les mêmes jarres, qu'on a ensuite réinstallés, et on les a réinstallés avec la dernière famille qui était à l'intérieur du grenier. Ça a fait l'objet d'un moment vraiment très heureux, et où il a été à ce moment-là possible de refaire cette géographie du sacré où on voyait le sein lointain et le sein proche, et puis comment finalement on pourvoyait à donner ces micro-dons qui ensuite aidaient la veuve et l'orphelin. Parce que ce que je vous ai peut-être pas suffisamment expliqué, c'est qu'en fait, une fois que ces dons étaient faits, c'est des toutes petites quantités. Il y avait, et ça se fait bien sûr pour l'idée de la baraka, l'idée de la ni'ma, qui sont des idées extrêmement importantes au sein de la religion, mais qui sont en vérité des idées qui viennent d'avant que le grain sacré a toujours été au cœur de toute société agraire. Mais en fait, quelle est la question? La question est, on ne doit pas oublier qu'il y a toujours des défavorisés, et que ces défavorisés, on leur donne une poignée de quelque chose, et ce petit peu va grossir au fil de l'année et va être envoyé ensuite à une institution qui, elle, donnera de façon plus grande parce qu'elle recueillera d'autres dons. On a une zaouia qui est la zaouia d'Imin Tzatelt, où j'ai eu la chance d'aller plusieurs années consécutives, et où là, on a un immense corps comme ça construit, qui recueille par les terrasses les dattes, l'orge, enfin tout ce qu'on lui apporte. Et il y a à peu près 5000 personnes qui viennent, et de ces 5000 personnes, il doit y avoir peut-être 1000 communautés qui apportent chacune, soit en camion, soit en mule, enfin ça dépend si elles sont loin ou proches, et c'est emmagasiné, et ensuite, au moment du grand Moussin, au moment de Taïfan Ibril, qui se fait fin avril en général, eh bien, va y avoir cette redistribution à tous ceux qui viennent et tous ceux qui en ont besoin. Et si on replace ça dans un contexte très ancien, puisque le saint de cette zaouia est mort en 1555 Miladia, c'est-à-dire de notre époque à nous, c'est-à-dire il y a quand même presque 6 siècles, eh bien, à chaque fois, il y avait une volonté à la soudure, c'est-à-dire entre deux récoltes, de donner à chacun et de s'assurer qu'il n'y ait pas de famine. Et donc, toutes ces façons très solidaires d'être sur une monade, ni plus ni moins, une grande toile comme ça, où il y a toute une relation entre ces sociétés sur peut-être 300 km, vont expliquer aussi que ces greniers collectifs soient toujours là, et que au moment où on va dans cette zaouia, évidemment, il y a des tractations commerciales, il y a des tractations matrimoniales, il y a toutes sortes de choses, et évidemment politiques. Donc, quand on s'est occupé, par exemple, de ce si beau grenier de Adrs Narfaden, qui n'est pas loin de la zaouia dont on parle, évidemment, les cases ont été les premières à être restaurées, et aussi, puisque le grenier n'était plus en usage, vous avez vu combien il était ruiné, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on en fera, qu'est-ce qu'on en ferait, et nous est venue cette idée des ruches et du miel, et de mettre finalement à l'intérieur de ce site extrêmement abîmé un nouvel usage, mais qui est un usage qu'on connaît dans la région puisqu'il y avait des ruchers, et donc tout ceci va aussi avec une mise en valeur de la palmeraie
pour que les fleurs, les abeilles puissent aussi tirer parti du lieu. Donc on a restauré, on a quasi terminé, il nous manque encore 3 petites choses à l'intérieur, mais je pense qu'on n'imagine pas que quand on part d'une dégradation aussi importante, on puisse se sauver, et les gens eux-mêmes ne s'y attendent pas. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de tout le monde, et puis à un moment donné, évidemment, ils sont récompensés, et eux, en l'occurrence, toute la communauté qui a œuvré a vraiment été félicitée par l'autorité, voilà. Donc il y a aussi toute cette histoire de devoir convaincre les usagers eux-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi une innovation sociale, parce que ça nous paraît une évidence que chacun ait sa dignité, sa fierté, son amour de savoir qu'ils sont, ils sont très forts et ils sont tout à fait capables de restaurer ce qui leur vient de leurs aïeux, mais que finalement, cette question, quand on la transpose auprès des pouvoirs publics en proposant d'avoir une approche comme celle-là, ça marche pas toujours. Et c'est pour ça que je parle d'innovation sociale, parce que c'est malheureusement ce qui se fait aujourd'hui, c'est plutôt d'appeler une entreprise, de lui sous-traiter, et puis finalement de ne pas être en mesure de donner la dignité aux gens, et d'être le plus souvent, c'est les 3/4 des projets que j'ai vus, d'être dans une entreprise qui est là pour faire du chiffre et qui va donc exploiter les gens, et puis qui n'aura aucun goût à faire un travail très lent d'apprentissage aussi de l'histoire du lieu, et d'apprentissage auprès des... Parce que moi, à chaque fois que je les forme, je me dis, mais ensuite ils vont être appelés à travailler là et là. Donc à chaque fois, on discute, et on fait venir les doyens d'âge, qui en général sont toujours présents, nous donnent des conseils, etc. Mais on essaie vraiment de réfléchir ensemble, et de ne rien oublier ou négliger d'une histoire très complexe qui a eu lieu. Et cette famille qui a œuvré avec nous n'était pas tout à fait la famille qui s'occupait du lieu, puisque eux avaient quitté le lieu depuis longtemps. Donc on a eu la chance d'avoir une des personnes qui revenait régulièrement pour éduquer, pour expliquer, pour conduire. Et puis on a essayé de mettre tous les documents qui étaient découverts, on les a laissés dans le lieu, là où ils ont été découverts, parce qu'ensuite il faudra un travail d'historien qui va être très très considérable et très très long, parce qu'évidemment c'est des régions où il n'y a pas d'histoire. Donc quand on a la chance de travailler en France, par exemple, où il y a des archives départementales, des archives de certaines congrégations, etc., au Maroc il y a très peu d'archives, et quand elles existent, elles ne sont pas encore, sont brutes. Donc en l'occurrence pour ce lieu-ci, on a des bois, arraten, on dit en berbère, sur lesquels sont inscrites énormément d'informations, mais pour avoir une vision globale, il faut y passer un temps infini, à décrypter tout ce qui va être dit, à comprendre comment se faisait cette société, à savoir qui étaient les familles qui géraient ce grenier collectif, et ainsi de suite. Donc c'est un travail extrêmement long, extrêmement âpre, et pourquoi je dis nous, c'est parce que je ne suis pas seule, il y a aussi parfois des historiens, il y a aussi d'autres confrères, etc. Alors je vous montre un autre travail qu'on fait sur les greniers collectifs avec Mehdi Bensid, qui s'occupe de tout ce qui est drone. C'est qu'on essaie vraiment de les documenter le mieux possible, et ensuite on a une matière qui est vraiment devenue, je dirais, tellement banale aujourd'hui, mais qui est tellement intéressante pour nous, puisque enfin, on a une vision totale de quelque chose que nous n'avions pas il y a peut-être 10-15 ans avant l'avènement du drone.
En l'occurrence, ce grenier collectif que j'ai restauré donc en 2013, que vous avez vu tout à l'heure, qui est Strin, le fameux grenier au jar, il a un village qui est complètement radioconcentrique, enfin qui est extrêmement intéressant, et qui vous fait prendre conscience d'une chose très intéressante qu'on verra encore sur d'autres greniers de ces oasis, c'est que le grenier était premier. Il y avait d'abord le grenier, puis ensuite venait le village, et enfin venait, je vais faire un arrêt sur image pour montrer ça. Vous avez le grenier qui arrive, on pense au moment où l'hydraulique va se mettre en place et se met en place. Ensuite, donc, on a les premières familles qui vont se mettre, donc bien plus tard, autour du grenier. La mosquée va arriver, on peut la dater pour les raisons que je vous ai dites, au XVIe siècle sans trop de difficultés. Le grenier, on ne peut pas les dater, mais on sait que c'est avant le XVIe siècle. Et puis, le Qsar, lui, dans ses différents moments de croissance, il va voilà, s'étaler jusqu'au 19e, 20e, avec les maisons qui, vous le voyez, vont s'excentrer de plus en plus. Et puis, on a, après, on sort complètement de l'ancien Qsar. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, quand on est sur des sites pareils, c'est bien sûr de conserver le maximum d'informations sur l'ensemble du site, dans sa complexité, avec des jardins où il y a des tours de garde, etc. Et il est évident que là, et on y songe très sérieusement, il faudrait étudier cet urbanisme tant qu'on a encore de quoi travailler. Et la relation dans ces oasis, à ces jardins, à l'eau, à ce qui va être construit parce que l'eau est suffisamment pérenne ou suffisante pour développer des jardins et ensuite avoir des greniers collectifs, tout ce système, jardin, grenier collectif d'ensilage, et puis ensuite Qsar, c'est-à-dire habitat, on ne peut le comprendre que si on comprend à chaque fois un finage. Donc le grenier, tous ces greniers collectifs sont très complexes dans la mesure où on y vient que si on comprend qu'il y avait un besoin d'ensilage, qu'on avait besoin de se préserver de toute attaque qui venait des gens affamés. On comprend que c'était aussi des sociétés qui, elles, avaient développé l'agriculture. On comprend à travers les mots, quand on vous dit « nous avions la datte, nous avions l'orge », eux avaient la viande, avaient le lait, ils avaient besoin de l'échange, qui avaient aussi des relations assez complexes avec les nomades, sans qu'on ne projette non plus toutes les théories qui ont fait sens pendant des décennies sur les équilibres entre les qsour et les zones de parcours du bétail. Et on comprend qu'il y a donc aussi des équilibres sociétaux qui évoluent. Donc on sait pertinemment que certaines périodes, il va y avoir des besoins d'être protégés plus qu'à d'autres. Et donc dans le grenier, il va y avoir des cases, des nomades qui sont des partenaires. Et puis dans d'autres lieux, au contraire, il n'y aura pas les cases de telle tribu parce que justement ce sont des ennemis et donc il n'y a pas de relation avec eux. Et on comprend aussi ce que moi j'appelle les régions de la soif, de la faim. On comprend aussi que tous ces aléas fait qu'il y avait aussi une très grande précarité, qu'à cela s'ajoutait le typhus, des maladies qui arrivaient comme ça, et ce qui fait que au fond, il y avait aussi très peu de membres de la famille. Et c'est extrêmement important de savoir que dans une maison, il y avait un noyau donc des parents, et puis il y avait 1, 2 enfants, pas au-delà, et que donc, quand à la colonisation, on a eu beaucoup de pain, beaucoup de bien-être, après la décolonisation, tout le monde a fait énormément d'enfants, les années 60, c'est 10 enfants par couple, etc. Ça complexifie tout. L'héritage, à ce moment-là, il est plus sur une maison dans le Qsar, par exemple, mais comment une famille où il y a 10 enfants, ou bien où il y a 3 frères et 30 petits-enfants, peuvent-ils se partager une petite maison dans le Qsar? Donc toutes ces questions de taille
et de démographie ont aussi fait qu'aujourd'hui, on est face à des problématiques assez complexes dès qu'on s'occupe d'un qsar comme ce qsar d'Assa, où évidemment on est sur des maisons lignagères, mais pas des maisons qui appartiennent à un. D'ailleurs, le groupe est beaucoup trop grand. Donc quand on fait les projets pour s'occuper de restaurer une maison, eh bien il y a beaucoup d'ayants droit. Donc il faut trouver un modus vivendi pour qu'il y ait une envie de restaurer la maison et non pas de la laisser disparaître ou de participer à ce qu'elle ne travaille pas. Alors je passe sur cette histoire du miroir, mais pour vous dire, pour le qsar d'Assa que j'ai pas mal étudié puisqu'on l'a restauré de 2006 à 2011, c'est incroyable, les familles avaient c'est-à-dire que les jardins, comme le grenier, comme le qsar, avaient le même découpage. Et donc on retrouvait des lignages qui étaient dans le qsar, par exemple au nord-ouest, et dont les jardins étaient au nord-ouest. Et dont le nouveau qsar, quand il s'est étendu et développé, il était aussi au nord-ouest pour ce lignage. Donc on a comme ça une très grande pérennité des familles, mais aussi des modes de faire, et évidemment des modes de construire. Et même s'il a fallu ici à Assa beaucoup former et beaucoup essayer puisque toutes les gens qui savaient construire en étaient partis, nous avions une vraie connaissance des techniques constructives, et il a été assez, finalement a posteriori, assez aisé de convaincre les familles de s'occuper de chacun des lieux, parce qu'elles y étaient extrêmement attachées. Et elles y étaient d'autant plus attachées qu'à l'intérieur du qsar, on a des petits cimetières privés, et que la famille venait le vendredi faire des ma'rouf, des agapes, et venait assez souvent. Donc quand il s'est agi de faire tout un travail de remise en œuvre de l'ensemble du projet, évidemment, on a eu énormément de gens qui ont accepté, et à partir de là, on a pu restaurer donc les maisons, on a pu restaurer les espaces de communauté. On a commencé d'ailleurs par là, par ces espaces fédérateurs, et ensuite, je vois que j'aurais pas dû remettre mes images et garder ce qui avait été fait à l'origine. Voilà. Donc on a vraiment, si vous voulez, quand vous êtes sur un lieu aussi complexe qu'un qsar, avec le farq du haut, le farq du bas, avec le grand cimetière, qui, je vous dis, reproduit le lignage autour des saints qui sont... et que ensuite, quand ça va se développer sur cette partie, eh bien on va avoir les mêmes familles qui sont là, qui se trouvent là, dans l'extension. Donc quand on a œuvré, on a d'abord travaillé sur les espaces évidemment religieux, mais qui sont sacrés pour moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, avant d'être religieux, sur les espaces où on avait l'habitude de faire la fête, les airs à battre, évidemment, qui sont en général des espaces assez ouverts, où les gens font aussi les chants, les danses, sur la grande zaouïa, qui est essentielle, puisque c'est là où vont se faire un certain nombre de choses, et qui avait été défigurée à un moment donné, et qu'on a essayé de restituer avec le peu d'archives que nous avions, grâce à Odette Dupigodeau qui était passée par là. Et ensuite, on s'est attaché, une fois que tout ceci a été fait, on a pu parler aux gens évidemment des ruelles, on a pu intégrer un assainissement au moment où on faisait des chemins de parcours, et on a pu parler aussi de chaque maison lignagère, parce que se faisait jour pour eux un espace de partage, et donc ça faisait sens que de s'occuper des demeures qui finalement prolongeaient le prestige de telle et telle et telle famille. Et comme à l'époque il n'y avait ni avion, et que pour y aller, moi je mettais une 12aine d'heures, ensuite ça s'est... Après je me suis installée dans le sud, donc ce n'est plus qu'à 4 ou 5 heures de là où j'habite, eh bien je connaissais chaque famille. Donc c'était assez important
aussi de montrer le visage complexe de cette société-là, et puis de s'occuper de chaque lignage dans ses spécificités. Parce que chacun avait une histoire particulière avec le pouvoir, avec tel et tel zaouïa, puisqu'on a des émanations de la zaouïa Rimima, par exemple, qui est une zaouïa du sud de cette région, et on avait aussi des gens qui étaient essentiellement des commerçants et qui avaient là aussi des greniers personnels à l'intérieur de la maison pour le commerce. Donc, je vous dis tout ça en quelques mots, mais il faut imaginer que pour restaurer un ksa, ou pour restaurer un grenier, ou pour restaurer un ensemble commun à tous, on est obligé aussi de passer par cette histoire du bien commun et cette histoire de faire avec la société pour le bien de la société. Mais ce que je vous dis, c'est le bon sens, c'est une évidence. Encore faut-il pouvoir le mettre en œuvre face à une autorité qui peut avoir une vision différente, face à des petites tensions, face à des... Voilà, là on a apuré, on est des architectes, on fait des plans, on met des petites couleurs, on sait où on va. Mais ensuite on est dans l'arène, et dans l'arène c'est un peu plus difficile. Mais en tous les cas, cette méthodologie, qui est basée vraiment sur l'intérêt des gens, elle est à mon avis la seule viable aujourd'hui dans ces espaces. Voilà, alors je passe sur tout ceci, parce que en parallèle de tous ces projets, je faisais aussi énormément de projets avec l'État, parce que j'ai commencé à faire des expositions dans les années tout début quand je me suis installée, et en fait, ça servait à rien, puisqu'on touchait personne, on touchait des gens qui étaient à 1000 années-lumière, les livres c'est pareil, ce livre c'est mon 7e livre, ça ne touche pas les intéressés. Et finalement, à un moment donné, il m'a semblé extrêmement important, et à la faveur d'une évolution de la législation, j'ai participé à des consultations architecturales, et j'ai eu la chance d'être choisie. Et à ce moment-là, il m'a été possible de faire des tout petits projets. Ces petits projets, c'est des enveloppes qui vont entre 20 000 euros, je parle en euros, et 100 000, 50 000 euros, mais pas au-delà. Et c'était extrêmement important de prouver qu'on peut construire en terre, qu'on peut construire en terre, en pierre, dans ces régions-là, mais qu'on peut aussi construire dans quelque chose qui est vraiment issu du vernaculaire que vous avez vu tout à l'heure, dans des régions qui sont à 40 km de ces greniers, enfin, on est dans la même région, et puis, en même temps, réussir à convaincre les pouvoirs publics, le corps des ingénieurs, enfin, tout ce qui nous empêche de faire ce métier correctement, qu'on peut, et oui, malheureusement, qu'on peut faire tout ça sans trop de difficultés et en résistant. Voilà. Je suis désolée, mais comme j'ai revu j'aurais pas dû revoir j'avais fait tout un ordre et en fait, voilà, j'aurais pas dû revenir. Tout était déjà très clair. Et donc cette question de l'éco-construire qui tombe sous le sens, on a eu la chance, grâce à la COP22, de pouvoir vraiment illustrer tout ça, et on a donné vraiment un visage à cette idée. On a fait parler toutes les personnes qui étaient en mesure d'être des relais. Par exemple, ici, vous avez le Haj Bobker de la province de Tata, qui est un ingénieur remarquable, qui a permis tous les projets que vous voyez qui sont sur la province de Tata, en tout cas pour la plupart, et qui a permis parce qu'il avait une foi en ces procédés, en ces technologies, et qu'il a laissé aussi, voilà, c'était un homme généreux qui n'avait pas une vision spécieuse de la femme, et qui pensait pas qu'une femme est je sais pas comment dire ça, un truc incompétent qui ne sert qu'à faire des histoires et c'est tout. Voilà. Donc il avait une très très belle vision du monde et il nous a permis de faire tout ceci sans passer
par ce qui se fait souvent, la double brique, le crépissage, enfin tout ce qui est tout à fait inadéquat. Et aujourd'hui, mais ça pourrait faire l'objet, le travail que je fais en ce moment sur la citadelle d'Agadir Oufla, ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Aujourd'hui, on construit, et on peut enfin montrer que c'est possible, parce que on peut le faire dans la capitale régionale, qui est aussi une cité balnéaire qui a été traumatisée par le tremblement de terre, et où donc tout ce qui est construire a une connotation extrêmement positive, dans la mesure où tout le monde a été secoué, enfin dans sa chair, par ce tremblement de terre qui a fait disparaître des familles entières. Et donc, quand il s'est agi de s'occuper de cette citadelle, les choses peuvent se poursuivre, évoluer, et je vous montrerai un système parasismique qu'on est en train de mettre au point, même s'il est extrêmement tordu. Hier encore, j'étais en train d'essayer de convaincre par email, après avoir reçu, puisqu'il ne faut jamais s'absenter, vous le savez, dès que vous vous absentez, il se passe des choses. Donc, c'est extrêmement difficile tout de même d'imposer ces techniques. Ça se fait avec énormément de volonté, et ça se fait souvent contre une certaine vision du monde. Et je pense de toute façon qu'il y a vraiment une histoire de cosmologie à convoquer, parce qu'aujourd'hui, on est dans des visions du monde. Certains ont des visions du monde spécifiques, et d'autres ont d'autres visions. Et il se trouve que quand on a ce souci du bien commun, de chacun de nos actes à mesurer, etc., je pense qu'on est dans une autre cosmologie que celle du rendement stupide, ou du rendement à très court terme, ou d'une vision d'un patrimoine qui doit qui doit avoir l'apparence du vernaculaire, mais qui n'en a que l'apparence, et où les hommes ne sont rien. Donc remettre l'homme au cœur d'un projet, ou remettre un usage qui n'a pas été au cœur d'un projet, c'est d'une difficulté extrêmement... c'est très très difficile, mais c'est possible. Et je pense que c'est dans cette possibilité, si infime soit-elle, que nous devons œuvrer. Et je pense que c'est tout l'objet de ces luttes, finalement, parce que c'est un combat de chaque instant. Tout l'objet de ces luttes, c'est aussi ne pas perdre ce qui nous vient de très très loin, ne pas le perdre, et s'assurer que par toutes sortes de projets, on pourra le reconvoquer, le conserver, et aussi l'enrichir, continuer ce fil, comme disent les Malémines, qui nous a été des anciens. Donc je vous donne une partie du mur, donc on voit qu'une partie du mur parasismique en pierre sèche et bois. Bien sûr, il y a un voile de ciment, parce que vous comprenez, il y a des architectes tout à fait irresponsables qui pensent que le voile de ciment n'est pas utile, mais heureusement, il y a des hommes, des vrais, qui sont là pour mettre le voile de ciment, et vous verrez d'autres choses. Donc c'est assez... j'étais pas comme ça il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est vrai, on vieillit, je veux dire, ça joue. Après, vous êtes la vieille sorcière, mais au début, là je reste une dinde, vous inquiétez pas, mais quand même, je veux dire, vous avez beau leur apporter des choses qui ont été mises au point au Bhoutan, au Népal, mais qui existent aussi dans le Maroc, par exemple la vallée des Bougmès, ils ont un procédé très proche de celui-ci. Eh bien non, il faut à tout prix rajouter. Donc ça, c'est un crève-cœur, parce que j'ai cru que j'allais pouvoir, et je vous le montre aussi parce qu'il ne faut pas montrer que des réussites. Ça, c'est le crève-cœur, parce que je ne suis pas toute seule. Et autant dans les greniers, c'est moi qui décide, avec les gens, et donc avec les gens on parle le même langage, autant là, on doit se farcir la plaie
mais c'est vrai, on va envie de pleurer, de ces bureaux de contrôle qui ont un pouvoir démesuré et qui imposent des choses tout à fait inadéquates par pure ignorance, mais en même temps, voilà, garantie décennale. Mais qu'est-ce qui me garantit qu'avec son voile, ça précipitera pas la fin, le pourrissement, j'en sais rien, de ça. Et ça, composé dans un lieu où il n'y a pas de compromis possible. Comment on fait? Comment on fait quand les décisions sont prises quand vous n'êtes pas là? Je ne sais pas. Donc ça, c'est un projet plus heureux, où il n'y a pas eu de bureau de contrôle zélé et chevronné et très intelligent. L'unité pour le cactus, pareil. On a été... voilà, mais c'est des tout petits projets. Si vous voulez, je pense qu'à partir du moment où ça devient un trop grand projet, il y a toute une masse de gens inutiles qui apparaissent et qui vous disent, voilà, il faut rajouter des trucs, de la matière. Vous savez, on est payé à la valeur vénale, plus c'est cher, plus c'est intéressant. Et moi, quand même, quand je vous dis que je suis une dinde, pourquoi je veux pas que ça soit cher? Mais pourquoi je veux pas que ça soit cher? Parce que si la terre ou la pierre deviennent très chères, et qu'ensuite on lance des marchés publics, on pourra plus restaurer. Au lieu de restaurer tout un grenier, on restaurera tout un petit morceau. Alors oui, il y aura peut-être un architecte qui aura eu de la chance, et puis un petit ingénieur qui aura eu aussi beaucoup de chance, qui seront bien payés. Mais quid de l'intégralité d'un grenier qui, lui, pourra pourrir jusqu'à la fin? Tout peu importe, puisque ceux-là n'auront pas pris leur part. Et on en est là, à être finalement dans des projets où on sait plus comment faire pour convaincre que quelque chose qui a perduré sur une très longue durée. J'étais tout à l'heure au Mucem et je voyais qu'il y a de la corrosion sur la fibre. Je me disais, et oui, un béton quel qu'il soit, et j'ai Chandigard en mémoire avec tous les déboires qu'il y avait à Chandigard qu'on nous a montrés, et je me disais, mais pourquoi on ne fait pas confiance à ça là? Eh bien parce que c'est le matériau du pauvre, bien sûr. Et donc le matériau du pauvre, Bourdieu l'avait dit avec les distinctions sociales, le matériau du pauvre doit rester au pauvre. Cette question du hors-sol, de la fascination pour des villes entièrement artificielles, pour des vies où on va se couper, voilà, on est dans ça. C'est-à-dire que la distinction la plus haute, c'est de ne plus vivre dans des choses faites de simplicité, dans quelque chose qui a une évidence, qui perdure, voilà. Donc ça, je crois que c'est vraiment un constat terrible, et je pense que j'ai encore de la chance parce que j'ai réussi à faire ça. Mais je pense que les vrais combats sont des combats sur une dénormisation, je sais pas comment dire ça, faire en sorte que toutes ces normes qui peuvent avoir un sens parfois non plus parfois aucun sens, et que peut-être que nous, si on veut que notre métier perdure dans sa dimension artisanale qui lui donne son visage humain, eh bien il faut peut-être réfléchir pour des tout petits projets, en tous les cas, à une dimension qui reste humaine. Ici, dans le centre culturel des Etobeli, qu'on a construit pour, je crois, à peu près un peu moins de 140 000 €, ce projet-là, tout le monde est venu. Il a été livré en 2017. Tout le monde est venu. Et les gens m'ont dit, si on avait su qu'on pouvait construire en pierre, donc c'est moins cher, on n'aurait pas fait notre baraque là en ciment. Et la maternité, tout à l'heure je suis passée vite, c'est pareil. Si les gens sont venus, il faisait 27 degrés, il faisait 42 à l'extérieur, 27 à l'intérieur, et ils se disaient, mais en fait c'est possible. Ben oui, c'est possible, évidemment que c'est possible. On l'a dans nos maisons ancestrales, donc pourquoi ce serait pas possible? Donc il y a eu aussi une volonté, je pense, de faire croire à l'incapacité de ces procédés. Et donc il y a tout un travail pour convaincre, pour revenir, et pour essayer de montrer que c'est possible. Et
Et voyez là, on a fait du tataouis, on a mis des IPN, on a agrandi l'espace, et ça aussi, ça a été assez intéressant, mais on avait un très bon bureau d'études qui a joué le jeu, qui a travaillé, qui a su se mettre au service du projet et pas au service de lui-même ou de sa bêtise. Donc là, voilà, on a pu faire ça. Et aujourd'hui, ce lieu, eh bien, le maire, alors le maire vient de changer. L'ancien maire, il faisait toutes ses réunions, et les nouveaux, pareil, ils font ça. Et je montre ce projet qui a été permis grâce au Hajj au Bukhari que j'ai montré tout à l'heure. Mais c'est une évidence. Là, je montre une photo de l'Arsenal à Paris, cette fameuse exposition sur la Terre. Et évidemment, nous, on est le pays, ou en tout cas la région du monde, qui a mis au point les pisés qui ensuite ont traversé la Méditerranée à la faveur des premières dynasties. Très certainement, on ne sait pas très bien, mais il semblerait que ce soit ça, et ensuite ça aurait encore continué à migrer. Donc pourquoi nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas construire en terre? Donc là, j'ai un minutage un peu difficile, et pardon, mais on commence ici dans le musée de Tiznit sur une qasba qui date de 1810, et on la restaure avec du pisé, on refait tout en pisé, on fait tout ce qu'il faut, et au fond, on fait un théâtre de plein air, aussi en pierre, en pisé stabilisé, et on rend possible l'idée de la terre crue en ce lieu. Alors là, ça passe vite, mais ça va se calmer, je pense. Voilà, on construit en pisé, et puis, bon, évidemment, le pisé aujourd'hui, on le dame avec des dames pneumatiques, mais franchement, même avec la dame pneumatique, parfois c'est mal fait. Donc en fait, le vrai secret d'un pisé, c'est son dosage évidemment, et c'est son dosage régulier sur l'ensemble d'une structure. Et c'est ce qui est difficile, parce que quand un ouvrier fait ce travail sans avoir une extrême confiance dans le matériau, eh ben le matériau n'est pas toujours très très bien mis en œuvre. Et cette confiance culturelle qui doit se faire pour les pouvoirs, elle doit aussi ensuite être transférée au niveau d'un ouvrier que vous choisissez pas. Il m'arrive d'amener mon démonstrateur et de le laisser avec les ouvriers d'une entreprise pour qu'ils les forment, et il m'arrive, comme là à Agadir où on a une entreprise super défaillante, d'amener des ouvriers à moi pour faire le boulot, parce que je sais que sinon il sera mal fait. Ça, je préfère que de voir un procédé qui soit tragiquement malmené, et qu'ensuite on dise, vous voyez, qu'on peut rien faire en terre crue, ça tient pas. Il y a que les vieilles folles qui veulent à tout prix faire en terre crue, mais en vérité, ça tient pas. Et vous avez 1000 exemples où on a mis de la terre qui a été enchâssée dans du béton, et qui évidemment s'est effondrée au bout de très peu de temps, et on a dit, la terre, elle tient pas. Donc on est tout le temps sur cette perte, vraiment, de la confiance en ce matériau, et cette incapacité finalement à se dire, mais si, c'est possible, regarde, tes aïeux ils ont fait ça, nos aïeux ils ont su faire ça, pourquoi nous on pourrait pas? Et donc je pense que même si là on avait aussi un bureau d'études qui a fait son boulot en mettant des piliers qui font 35 cm en section carrée, bon, on est quand même arrivé à faire une coupole en terre, à faire énormément de choses, un peu comme vous voulez, des pieux fichés, puisque c'est une tradition, c'est une façon de construire qui est dans la région. Et puis on a pu, pardon, il faut que j'enlève ce truc. On a pu, je sais pas ce qui s'est passé. On a pu faire tout ça jusqu'au bout. Et puis là aussi, le bureau d'études a dit, ça tiendra jamais. Surtout, mais les claveaux comme ça, là en pierre sèche, ils vont nous tomber dessus, non? Et les citernes de nos aïeux, là, elles ont quel âge ces citernes? Elles sont toujours là. Et elles ont en plus
Il y a de l'eau qui y passe régulièrement. Non, moi je connais pas ça, je veux pas. Il faut une décharge. Donc on est aussi affaire à des gens qui sont mus par la peur constante. Et je pense qu'on peut pas faire ce métier en étant mu par la peur que ça va nous tomber dessus, la peur de la garantie décennale, la peur de je ne sais quoi, alors même que si on fait tout dans les règles de l'art, eh bien on n'aura pas peur. Bien sûr que moi j'ai eu peur, et que j'avais peur, et mais puisque c'est une réelle responsabilité, mais finalement j'ai plus peur avec un matériau en mauvais ciment qu'avec de la bonne terre. Ça, c'est une évidence. Mais il y a encore un travail à faire. Alors les jeunes générations changent, les jeunes générations d'architectes, mais ensuite il faut convaincre, parce que comme il y a une perte du transfert de compétences, il y a aussi des choses qui sont mal construites et qui en effet pourraient ne pas durer. Voilà. Et ce musée, pour la petite histoire, je ne sais pas pourquoi, il n'est toujours pas terminé. Voilà, il est à l'arrêt depuis 5 ans, dans la ville de Tiznit. Si vous venez, faites-moi signe, je vous ferai visiter. Mais il n'est pas ouvert au public, parce qu'il manque même pas 6 mois. Enfin, je sais pourquoi. Mais, voilà. C'est aussi tragique d'avoir des architectures qui prouvent qu'elles peuvent être construites avec des matériaux locaux. Là, on a fait un grenier à l'échelle 1 à l'intérieur pour que les gens comprennent ce qu'est un grenier, et puis pour ensuite donner des pistes pour aller voir dans l'arrière-pays de vrais greniers. Mais j'avais constaté que tant qu'on n'a pas visité un grenier, on ne comprend pas. Et puis on a les archives qui, elles, sont terminées depuis aussi 5 ans, et qui sont construites en adobe et non pas en pisé, ce qui est plus simple. Et là aussi, c'est fini. Alors lui, il est livré, mais il n'est pas ouvert. Donc ça, c'est une autre maladie, de faire des projets qui ne sont pas ouverts. Alors ça, c'est au début, avec la galerie bioclimatique. Aujourd'hui, c'est une espèce de jungle. C'est vrai, parce qu'au bout de 5 ans, si vous faites rien, voilà. Alors ça, c'était au début, et j'aurais dû mettre une photo d'il y a quelque temps. Et cette galerie bioclimatique, elle est extrêmement intéressante parce que, grâce à cette végétation, je vous apprendrai rien, il fait 25. Donc il faisait 27 au début, quand on a livré, qu'il n'y avait pas la végétation, et il fait 27. Voilà. Alors, je reviens finalement à ces procédés. Parce que ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de vous parler de choses plus récentes finalement, qu'on est en train de mettre en œuvre. Je vais peut-être vous montrer. Ou, voilà, par exemple là, c'était important de garder la question de la terre, de montrer. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mis cette photo exprès parce qu'on voit une personne qui œuvre, et puis on voit les autres à l'arrière. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer, voilà, appuyons-nous sur quelque chose de solide, s'il vous plaît. C'est très intéressant, parce que moi, je vois pas ça au moment où je fais, mais après, quand je choisis des images, je vois ça, et je comprends qu'on leur a vraiment forcé la main. Et qu'en même temps, après, pour eux, c'est une telle découverte que c'est possible. Donc maintenant qu'on a dépassé le moment de la découverte, et que, voilà, c'est possible, c'est bien là, et c'est devenu une fierté. Donc ça, c'est le musée de Papin, qui est vraiment très intéressant, et qui est vu. Et cette leçon du vernaculaire, si moi, je n'avais pas observé, tout à l'heure, je vous parlais de pierres sèches, etc., il y a aussi du bois, constamment, et des bois qui sont réputés non solides, comme la fibre de palmier qui n'est pas du bois. Donc on a comme ça constamment aussi des détails qui sont tellement passionnants. Ou par exemple ici, vous voyez bien que c'est harpé, qu'il y a dans ce sens ce bois qui a été mis,
la longrine, hein, et que c'est dans ce sens. Et vous savez que ce procédé, c'est un procédé qui vient de la terre crue et qui se trouve dans la pierre. Dans la terre crue aussi, vous avez des bois. Parfois, les bois sont à l'intérieur, on ne les voit pas. Parfois, ça dépend comment c'est construit, ça dépend où. Parce qu'il y a toujours des cultures de terroir. Mais là, quand on vous met ces longrines de bois dans la chair comme ça du matériau, ou qu'on construit avec d'immenses lauses, ou qu'on cheville, là aussi, on cheville un certain nombre on se sert des fourches, et toute cette science constructive. Alors, voilà comment je peux la reproduire. Je ne peux pas. Donc, dans un CPS, je vais ouvrir, parce que toute la question, évidemment, de ce que je vous montre, c'est la transposition du vernaculaire dans un cahier des charges ensuite qui va être soumis à la puissance publique. Donc, par exemple, le projet que je vous ai montré de Tata tout à l'heure, évidemment, il a fallu prouver, et il a fallu ensuite faire, et il a fallu rédiger un certain nombre d'articles, et puis s'assurer qu'ensuite, il soit vraiment validé par l'ensemble du corps, pour qu'ensuite on puisse construire avec. Donc ça ne s'est pas fait par magie. Mais si j'avais envie de reproduire ce type de complexité, parce qu'au fond, une architecture, comme ces greniers que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont d'une complexité infinie. Donc quand le petit ingénieur, il vient avec son truc, là, son bim bom bam, là, et qu'il nous coupe les procédés. Donc il vient et il prend une chose extrêmement complexe comme une toiture, et puis il va la couper en petits morceaux parce que, n'est-ce pas, les tissus sont discontinus et que lui il travaille sur des tissus continus. Et bien évidemment ça perd de son intérêt. Et moi ça m'intéresse pas d'avoir un truc qui est complètement atrophié parce que le type il l'a pas dans son logiciel et qu'il peut pas se servir de son cerveau pour faire le travail. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais qu'on arrive à des choses aussi intelligentes que ce qui a été mis en œuvre par les aïeux. Et bien là, ça veut dire quoi? Qu'il y a une part, évidemment, de choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas tout mettre. Donc cette intelligence humaine, elle sera faite par les ouvriers, qui vont ensuite être là, par les maîtres artisans, par les maîtres piseurs ou les tailleurs de pierre. Mais ça se prévoit pas. Et dans un marché public au Maroc, en tous les cas, eh bien, on ne choisit pas l'entreprise, elle vient, comme on ne choisit pas toujours le bureau d'études. Mais même quand on le choisit, ça ne se passe pas toujours bien. Donc, même là, comment faire? Donc la transposition du vernaculaire, elle se fait si on a en face aussi des entreprises qui sont dignes de ce nom et qui font un travail remarquable. Alors ce projet-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est en train d'être complètement dévoyé. Vous avez ici, sur cette vignette, les Bougnaises. On ne le voit pas très bien, mais le système à Fakhour, c'est un très beau grenier collectif qui a été restauré par le ministère de l'Habitat il y a peut-être 20 ans, peut-être même plus, 25 ans. Il est construit sur ce système-là. Au Népal, le procédé, alors il a plusieurs noms, mais Khat Kolni, au Pakistan, il n'est pas toujours avec ce système, vous voyez, où on va avoir au fond une clé traversante, et puis ensuite on va remonter comme ça et on va enchâsser, mais de façon en gradins successifs qui montent. Ça, au Pakistan, ils ont plutôt des choses qui sont plutôt continues. Et nous, au Maroc, on a plutôt ce système. C'est pour ça que j'avais choisi plutôt celui-là, en hommage à la vallée des Bougnaises. Donc ce système-là, qui est extraordinaire, et qui nécessiterait qu'on ait fait beaucoup d'essais, et je ne m'avoue pas vaincue, ce système-là, je vous ai dit, il a été assez dévoyé, et j'en parle dans une école d'architecture pour dire qu'au fond, s'il y a bien une chose qui est fondamentale, c'est de s'assurer que le bureau d'études a fait remonter le dossier au bureau de contrôle suffisamment
longtemps avant pour qu'ensuite on ne soit pas obligé de tout transformer et de rajouter par exemple une couverture en métal et puis des acrotères et des reliefs d'étanchéité de 50 cm s'il vous plaît, alors qu'on pouvait faire des reliefs d'étanchéité de 15 cm, et puis des jarrets qui servent à rien, on voit très bien que c'est surdimensionné, et puis on rajoute, et puis je crois pas qu'en rajoutant à l'infini, on améliore une architecture. Je pense qu'au contraire, tout ce qui m'a été imposé sur ce projet, où je ne vais pas m'étendre parce que ça va me faire du mal, c'est aussi le contre-exemple, je pense, pour dire que même quand on a pris toutes les précautions, qu'on a cru qu'on pouvait, qu'on a déjà montré ses capacités, qu'on n'est pas n'importe qui non plus sur la place, et qu'on peut montrer qu'on a derrière soi quand même 20 ans d'expérience, on peut encore vous obliger à faire des choses qui sont pas du tout de l'ordre de ce que on devrait faire. Mais en même temps, je crois que le plus important, ça a été quand même d'avoir une vitrine, comme vous l'avez vu, d'un patrimoine vernaculaire dans toutes ses qualités, et je ne vous ai pas tout montré parce que c'est un projet extrêmement complexe, mais on a au fond permis par ce projet, dans toute la restauration qu'on a faite sur l'ensemble du site, de montrer une espèce d'inventaire de toutes les possibilités constructives du site d'Agadir Oufila, c'est-à-dire 5 procédés différents constructifs qu'on a remis au goût du jour. Donc là, si la signalétique ne m'est pas enlevée, et si j'arrive à faire des plans reliefs avec la fille qui est chargée de la com pour qu'on puisse rendre vivant par des plans reliefs l'ensemble des procédés qui soient tactilement compris par les gens qui viendront visiter, je crois qu'on aura vraiment accompli un grand pas et pas simplement dans les mises en œuvre. Et je voudrais terminer avec un projet très important qu'on fait actuellement dans une oasis parce qu'on a trouvé dans cette oasis toutes les qualités humaines qu'il fallait auprès de l'ensemble des personnes qui sont extrêmement soudées. Et ça fait depuis 2012 que je travaille avec eux et qu'il y a aussi toutes sortes d'actions qu'on a menées dans toute la région depuis 2018, à la faveur d'ailleurs d'échanges avec la coopération néerlandaise, avec le Prince Claus, avec énormément de fondations, et on a pu, enfin énormément, 4 ou 5, et on a pu à chaque fois pu accueillir des enfants et faire avec eux des architectures sans architecte, réfléchir à tout le travail de Bernard Rudowski, faire visiter des sites, travailler sur l'environnement, travailler avec tout ce qu'il y a dans une palmeraie, transposer, puis ensuite s'occuper des femmes et travailler avec Amina Gaznei, qui est vraiment une immense amie, à donner aux femmes une fierté et une dignité, parce qu'en fait, quand je travaille sur les greniers collectifs, je donne des salaires aux hommes. Moi, bien sûr, je ne suis pas payée et je mets un point d'honneur à ne jamais être payée sur toutes ces restaurations. Mais quand on donne l'argent aux hommes, bon, évidemment, c'est une famille, mais on ne donne pas aux femmes. Et quand on donne aussi une présence, une action, une activité, une existence aux hommes, mais qu'on oublie les femmes et qu'on n'est pas non plus avec elles sur l'ensemble, eh bien, on passe, je pense, à côté de cette moitié du monde. Donc Amina, c'est une immense artiste qui fait des expos de par le monde et qui fait des commandes à beaucoup d'artisanes dans le royaume et qui, par exemple ici, a fait cette magnifique œuvre et qui ensuite va assembler, va concilier. Elle a fait pour le musée de l'immigration à la Porte Dorée, elle a fait ce qu'elle a appelé Curriculum Vitae, où elle a réuni et assemblé le travail d'une dizaine de malmettes qui ont pu
Donc elle prend les femmes des villages où on travaille. Donc ici c'est Adrs Narfelen, après vous irez Tadakoust, mais on a comme ça travaillé dans 5 villages différents. Et elle prend les femmes comme elles sont. C'est-à-dire qu'elle ne va pas changer, elle ne va pas transformer. Elle fait avec ce que les femmes savent faire. Ce qui est extrêmement important, je pense. Extrêmement important parce que elle arrive comme ça à leur proposer des choses qui satisfont vraiment l'ensemble des... toutes les femmes, qu'elles soient avec leurs enfants, comme vous avez vu, ou qu'elles soient très très talentueuses, ou pas du tout. Et je voudrais terminer sur un film, si l'ordinateur se plante pas, parce que visiblement il n'est pas content. Terminer sur un film, j'avais préparé d'autres diapositives aussi sur ce qu'on est en train de faire actuellement dans ce village. Donc j'espère que ça va aller. Je crois que j'arrête le processus, comme ça je recommence, c'est mieux. Je serai pas... Voilà. Et je vais vous montrer donc ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc après l'expérience qu'on avait avec les enfants pendant presque 1 an, des ateliers 5 jours par semaine avec les femmes, et puis avec aussi les hommes évidemment, puisque je me méfie moi de la gender theory et toutes les théories en général, et j'évite qu'on soit juste dans l'idée, voilà, il y a quand même 500 images, hein. Voilà, j'avais pas vu. Tu m'étonnes qu'il fatigue le pauvre, je devrais le ménager au lieu de dire du mal de lui. Voilà, donc Tiskmoudin, ce village absolument extraordinaire. On y travaille maintenant et on va continuer. Voilà comment il est quand on arrive, hein. C'est-à-dire une ruine, vous voyez le grenier là, dans quel état il est. Même la mosquée, elle a des difficultés. Et puis ici, là, on a installé ici la banque culturelle, le musée communautaire. Ici, on a installé les ateliers des enfants. Voilà. Et donc, ce lieu, il était vraiment très, 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 très fatigué. Et on a installé aussi une villégiature, voilà, pour accueillir les visiteurs dans toutes ces demeures superbes qu'il y a. Le travail des enfants dans la palmeraie, et puis ensuite on expose leurs travaux. Et puis la banque culturelle. Vous savez que les banques culturelles, elles émergent dans les années 2000 au Mali, puis maintenant il y en a au Togo, au Bénin. L'idée, c'est que les gens, ils ont des objets magnifiques, ils ne les vendent pas, ils les gardent dans le giron de la communauté, ils peuvent monnayer éventuellement de façon à ce que ça soit rattaché à une banque de microcrédit ou à une banque ou à une envie de faire des choses ensemble ou à des projets communs, etc. Et en même temps, nous, on l'a associé à tout un laboratoire en design textile avec Amina Ghaznaï, et on s'est assuré en même temps, en parallèle, de restaurer par partie, avec d'abord le GHF, qui est le Global Heritage Fund, qui a financé une partie, mais avant eux, l'État marocain, qui grâce à M. Mohamed Faiz, le maire, qui s'était vraiment démené, avait pu faire en sorte que l'État marocain investisse à hauteur de sauver une partie du grenier collectif, la mosquée et les portes de l'entrée, de façon à ce qu'on puisse vraiment sauver les grandes artères et certaines placettes. La mosquée, de toute façon, est de toute beauté. Puis aujourd'hui, on a poursuivi sur certaines demeures en leur donnant les usages que je vous ai décrits, avec les hommes de la localité et en étant vraiment dans un dialogue avec tous et en essayant, vous voyez, de sauver, on a l'avant, l'après, de sauver des sites qui sont de toute beauté et qui sont vraiment, on part de loin, et qui sont vraiment emblématiques de cette civilisation des oasis que je vous ai montré depuis le début de cette entreprise, et où vous voyez à chaque fois, voilà, donc le travail d'Amina avec le palmier, ça va être exposé prochainement. Et je voudrais donc vous terminer sur ce film qu'on a fait,
qui dure à peu près un peu moins de 10 minutes. Et on va terminer comme ça, j'espère. Voilà. Et il y a un son, donc je ne sais pas ce que donnera le son. On va voir. J'avais envie qu'on garde tout ça et qu'on ait vraiment le palmier dans tous ses états, partout, etc. Et puis ici, de toute façon, le lieu, il est prévu pour nos textiles. D'accord. Tu te souviens, on ne voulait pas qu'il y ait de lumière, donc il y a une lumière très douce. Et comme ils sont à la fois très longs, ils font 6 mètres, on est parti du haut et on va les déployer comme ça. Pareil là-bas. Et je pense que je vais justement, je voulais vous diffuser ça parce que je trouve que dedans, on a d'abord l'amitié qu'on a tous ensemble dans ce groupe, l'émergence de ces jeunes gens que vous avez vus à la fin, qui sont vraiment fantastiques, enfin qui font un travail remarquable. C'était la visite du gouverneur qu'on voyait, qui lui aussi a une écoute tout à fait extraordinaire. Et je pense que ce qui était vraiment
passionnant, c'est d'être dans cet univers, plongé immergé, et vous dire aussi qu'à la faveur du Covid, beaucoup de gens ont refusé finalement de retourner sur Casa et sont revenus dans le village parce qu'ils se sont rendus compte que finalement leur vie est plus intéressante, plus riche dans le village. Et je vais conclure à travers ce que je vous ai montré avec beaucoup d'images, parce que je pense que nous, on a quand même beaucoup de choses qu'on dit par l'image et pas seulement par les mots. Je pense qu'on voyait tous les potentiels et on voit le risque de la pensée mutilante qui est là aujourd'hui. On voit la pluralité des modèles et en même temps l'aspect desséché du monde qu'on nous offre à coup de normes qui sont soi-disant les normes à suivre. Et je pense que l'objectif quand même de ce type de rencontre, c'est de vous dire à vous, jeunes architectes, qu'il faut sortir de toute cette uniformité mutilante pour continuer à aller se nourrir auprès de ce qui s'est fait, inventer. Cette biennale du design à Saint-Étienne, elle était d'une richesse infinie, avec par exemple tout un travail sur les racines qui sont mises à contribution pour faire de nouveaux matériaux, et puis d'autres matériaux dans l'exposition d'Afrique plurielle. Je pense que toute cette valorisation d'actions très situées, de cas qui à chaque fois font sens, d'aller chercher finalement un territoire, ça m'a été dit tout à l'heure par une jeune fille qui m'a apporté son dossier, un territoire qui l'intéresse ici, un territoire qu'elle connaît, qui est son territoire sans doute, et en chercher quelque chose de documenté, qui propose des nouvelles capacités, etc., et qui sort de cette rhétorique tout à fait creuse et tout ce que on nous a qu'on essaie de nous apprendre. Je crois que c'est extrêmement important à vos âges de revenir à tout ça et de comprendre que l'école, c'est un formidable lieu d'investissement, de pensée, et que toutes les études que vous ferez, elles vous mèneront nécessairement, enfin on perd jamais son temps, nécessairement vers des horizons qui seront toujours avec un fruit. Enfin, je suis sûre, ce que je montre, c'est emblématique d'énormément d'architectes, et je pense que dans chacun d'entre vous, il y a la même disposition, la même capacité d'analyse, et il faut toujours approfondir, aller le plus loin possible, et ne rien lâcher, surtout quand on ne comprend pas, et que quelque chose, quelque part, le sens, là, commun, vous dit qu'on malmène le bien commun, mais pas par hasard, qu'il y a un risque pour notre humanité, et pas seulement un risque écologique. Vous avez vu que là, c'est avant tout des notions humaines qui m'importent, et je pense que le risque le plus grand, ce serait de détruire aussi cette confiance culturelle, et vous avez remarqué qu'on essaie, nous, de mettre cet horizon de dignité pour chacun, et pour les artisans, c'est une évidence, et pour ces femmes que vous avez vues, c'est aussi une immense fierté, et je pense que ça, c'est l'avenir, c'est-à-dire que si on donne à chacun sa place, et qu'on n'est pas là pour écraser, mutiler, etc., je pense qu'on offre à chacun le droit, justement, de s'ouvrir sur son propre avenir et son propre parcours. Voilà, je vous remercie.